Bien, nous allons rentrer tout de suite dans le cœur des pratiques, puisqu'il s'agit d'avoir 4 présentations qui vont nous faire donc des retours d'expérience, et notamment sur les modalités de participation des différents acteurs dans le cadre du système de santé pour améliorer ou en tout cas constater que la préoccupation autour de la QVCT est parfois traduite en action selon certaines modalités que l'on va découvrir ensemble. Voilà, donc tout d'abord donc une présentation sur comment soutenir l'appropriation des connaissances en QVT par la recherche-action participative, une proposition méthodologique. Je serai le gardien du temps, donc j'essaierai de vous signaler le temps qui passe. Allez, donc je ne vous en prends pas plus. C'est à vous. Merci beaucoup. On va se présenter rapidement. Henri, tu peux peut-être prendre un micro. Ah ben, d'accord, on va se passer le micro. Donc, Hélène Van Compernol, enseignant-chercheur en psychologie sociale et du travail. Et donc Henri Cléty, également enseignant-chercheur en psychologie du travail à l'Université catholique de Lille. Donc on va vous présenter ici une partie d'un projet, ou plutôt d'un programme de recherche, le programme de recherche Impact, que nous menons maintenant depuis à peu près 4 ans. C'est un programme de recherche qui vise à étudier les démarches d'amélioration des conditions de travail et de QVCT. Notre objectif, c'est de voir en quoi ces démarches permettent effectivement d'obtenir des effets sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Vous savez que la QVCT s'appuie sur des démarches essentiellement participatives qui vont permettre l'expression des salariés. Donc il y a tout un ensemble de logiques, de processus et d'étapes qui vont permettre le déploiement d'une qualité de vie au travail. Et notre objectif, c'est d'étudier ces effets et la démarche, ce qu'elle produit sur l'institution, les agents, les collaborateurs. Pour ça, évidemment, on utilise un paradigme qui est celui de la recherche-action, puisque l'idée, c'est d'assister à la transformation d'un système, d'une organisation en l'occurrence, et par la voie de la recherche-action, d'observer les effets désirés. On va donc déployer un ensemble de recherches sur le terrain avec des institutions, des partenaires, des établissements qui mettent en place et qui vont mettre en place des démarches QVT, qui s'appuie notamment donc sur la participation, comme je le disais précédemment, à travers des ateliers collaboratifs. Et on va là-dessus incrémenter un processus de recherche qui va sur un certain nombre de temps, T0, T1, T2, comme on les nomme, c'est-à-dire régulièrement venir mesurer les effets de la démarche. Dans une recherche, la première que nous avons menée, nous avons opéré de façon assez classique avec des démarches en entretien, utilisation d'indicateurs chiffrés RH et santé pour observer ces effets. Mais ça nous a amené à un premier paradoxe, quelque part, c'est que cette dimension recherche n'était pas participative. C'est-à-dire que là où la démarche QVT était elle-même inscrite dans un désir de participation et d'expression des salariés, là, le volet de recherche était finalement relativement académique. Nous arrivions, faisions des entretiens, mesurions, et puis restituions les résultats. C'est d'ailleurs ce que nous considérions un peu comme la participation. Vous voyez combien elle était relative finalement, puisque l'on proposait les résultats aux collaborateurs, aux agents, on discutait avec eux, on permettait qu'ils s'approprient ces résultats, mais sans véritablement les associer dans tout le processus de recherche. Ça nous a donc amené sur une autre recherche, et c'est celle qu'on vient ici vous présenter sur le plan méthodologique, recherche que nous avons menée au sein d'un EHPAD de grande taille, un EHPAD de 319 lits qui sont organisés dans un grand établissement sur plusieurs étages, un système un peu hospitalier, 240 salariés au total, qui regroupent tous les métiers classiques du secteur de l'EHPAD, soignants, administratifs, logistiques et autres évidemment, dans un contexte qu'il faut préciser qui est un contexte pandémique. C'est à peu près 2020-2021 que nous avons mené le projet, contexte particulier si vous vous souvenez, et notamment dans ce secteur-là du soin et de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Et dans ce cadre-là, on a donc mis en place une méthodologie un peu différente de la précédente, où on a désiré mettre en place de la participation sur cette dimension recherche et mesure des effets de la démarche QVT qui était employée. Donc pour ça, on a organisé 7 focus group d'une durée de 2 heures avec 41 participants en tout. On a une représentativité des métiers et des fonctions dans les focus group.
Et donc, sur la méthodologie déployée, en fait, on faisait ça en 2 étapes, 2 phases au sein de chaque focus group. La première étape, en fait, on demandait aux participants de réfléchir individuellement à une situation de fierté et une situation de frustration qu'ils avaient récemment ressentie dans leur activité de travail. Donc chacun réfléchissait, notait, et puis ensuite ces situations de fierté et de frustration étaient échangées en collectif. Donc chacun pouvait aussi partager, questionner. D'ailleurs, nous on le faisait aussi, on demandait aussi des explications un peu plus précises sur les situations de frustration qui étaient vécues ou les situations de fierté. Donc échange en collectif. L'important dans cette phase-là, pour nous, c'était vraiment de partir finalement de la réalité du travail, de leur ressenti à eux, de ce qu'ils vivent au quotidien finalement dans leur activité de travail, à partir de descriptions de situations très concrètes et très précises, ce qui nous permettait après d'engager un travail un peu plus réflexif et organisationnel sur le fonctionnement de l'EHPAD. Ensuite, donc une fois que chacun avait évoqué ces situations de fierté et de frustration, Henri et moi, on présentait au groupe les 6 facteurs de risque psychosociaux. Donc on s'est appuyé sur la grille de Golac et Baudier, qui est très connue. Donc on leur expliquait voilà, les 6 facteurs, les 6 dimensions. En leur donnant également des exemples sur chacune de ces dimensions. Et ensuite, en fait, le travail se passait en sous-groupe où, au sein du focus group, on leur demandait de résumer donc leur situation de fierté et leur situation de frustration sur un post-it. Et ensuite, ils devaient ensemble réfléchir où est-ce qu'ils pouvaient venir positionner leur situation de fierté et leur situation de frustration. Donc, en fait, c'est eux-mêmes qui venaient dire, bah voilà, moi, ce que j'ai évoqué en termes de frustration, c'est en lien davantage avec les rapports sociaux au travail. Voilà. Donc ça permettait vraiment d'avoir une co-construction finalement, acteurs-chercheurs ici, de l'analyse de cette situation initiale en T0. Pour vous présenter rapidement quelques résultats, mais on va vraiment juste vous donner des exemples parce que c'était plutôt la méthodologie ici qu'on venait présenter. Ici, on voit fierté en bleu et frustration en rouge. Donc, en termes de fierté, plutôt un point important sur tout ce qui est exigence émotionnelle et notamment, on le verra, le rapport avec les résidents. Et en termes de frustration, sur les rapports sociaux, conflits de valeurs et exigences du travail. On a fait également donc, des analyses lexicométriques du corpus qu'on avait, parce qu'on prenait des notes évidemment, en plus, du corpus qu'on avait recueilli. Et donc là, on voit sur les fiertés et les frustrations la place en fait du résident au cœur des situations et de l'activité de travail des soignants. Avec différentes thématiques et je vais vous en présenter rapidement. Donc juste sur la partie exigence émotionnelle, ça évidemment on l'a fait sur chaque dimension mais on ne va pas rentrer dans le détail ici, c'est juste pour avoir un exemple. Par exemple sur les situations de frustration, ce qui ressortait dans les focus group, donc c'est tout ce qui est mécontentement, colère, plainte des familles concernant la prise en charge de leurs proches. L'agressivité aussi parfois des résidents qui est difficile à recevoir et à gérer pour les soignants. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que cette agressivité, et eux-mêmes l'expliquent, elle est souvent liée plutôt à des problèmes de communication, d'organisation et de temps passé auprès des résidents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que ici sur les frustrations, le résident est vraiment vous voyez, en parallèle avec la dimension du temps, parce que finalement ce qui ressort c'est ça, c'est qu'on n'a pas assez de temps auprès des résidents et ça crée aussi de l'agressivité. Pas d'espace, de temps, de lieu, de décharge émotionnelle aussi, ça c'était un point de frustration important. Et sur les situations de fierté, toujours sur les exigences émotionnelles, là on retrouve finalement un peu le pendant inverse, c'est-à-dire plutôt l'accompagnement, la prise en charge du résident qui est vraiment au centre des fiertés, tout ce qui va toucher aux relations, aux échanges, la complicité qu'on peut avoir avec les résidents et les familles, et les témoignages également de satisfaction qui renvoient finalement pour eux vraiment un sentiment d'utilité du travail fort, ce sont vraiment les mots qu'ils ont utilisés. Donc finalement, les intérêts de cette approche, de cette méthodologie ici participative, c'est que finalement on a un outil qui permet de révéler, de mettre en discussion le travail réel. On part vraiment de ça, situation de fierté et de frustration, c'est bien la mise en discussion du travail réel. Pour nous, en tant que chercheurs, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure appréhension, une meilleure compréhension des situations de travail, du réel de l'activité, de pouvoir aussi venir cartographier finalement les facteurs de risque psychosociaux principaux, donc d'avoir à la fois des éléments quantitatifs mais aussi des éléments qualitatifs sur ces facteurs de risque.
Pour les acteurs, ça vient favoriser le partage de préoccupations mutuelles, le fait de pouvoir échanger aussi entre eux sur les frustrations qu'ils peuvent vivre au travail, mais aussi d'ailleurs les sources de fierté. Il ne fallait pas juste s'arrêter là-dessus. Partage de ressources, de stratégies aussi parfois face à des situations difficiles de travail. Et puis donc, en termes de recherche, ça vient aussi favoriser finalement l'appropriation de connaissances en QVCT pour les acteurs, à la fois à un niveau théorique, avec la présentation notamment des facteurs de risque psychosociaux, mais aussi appropriation de connaissances sur leur propre organisation et leur propre mode de fonctionnement. Et donc finalement, en termes de, il faut que je me dépêche, en termes de RAP, recherche-action participative, on est bien dans de la co-construction. Et donc, pour terminer sur quelques limites et questionnements et ouvrir justement les échanges, quelques limites. Donc, on a une grille de lecture qui est centrée sur les facteurs de risque psychosociaux, qui peut être aussi parfois un peu limitante, de pouvoir venir positionner chaque situation sur un facteur de risque. On a également des évocations de situations de frustration au sein des focus group, et on ne vient pas nécessairement y apporter une réponse, une solution. Et parfois, ça peut aussi être difficile pour les soignants de venir se décharger finalement pendant le focus group et après de repartir sans qu'il y ait de solution qui soit apportée à ça. Et deux points aussi importants, c'est que cette méthode appelle à considérer l'acteur au travail comme un coproducteur de connaissances à égalité de situation avec le chercheur, même si c'est dans des configurations différentes. Et ça nous amène à des difficultés méthodologiques importantes. La première, c'est que on a fait le constat, parce qu'on a refait le travail d'attribution des situations de fierté et frustration dans les facteurs théoriques que nous avons mobilisés, et l'attribution est différente, ou peut-être différente, entre celle que nous faisons, nous, en tant que chercheurs, et celle que les sujets font. Certaines des situations étaient pour eux attribuées, par exemple, sur l'exigence au travail, là où pour nous, c'était l'exigence émotionnelle. Et donc là, on voit une différence importante. Nous ne présupposons pas que nous avons raison plus qu'eux. C'est peut-être eux qui comprennent mal les facteurs, mais c'est peut-être aussi nous qui comprenons mal la situation qu'ils ont évoquée à l'oral lors des focus group. Donc finalement, il y a un écart qui existe dans la compréhension, dans l'analyse et même dans la connaissance de la situation qui émerge dans cette rencontre entre l'acteur et le chercheur. C'est une vraie question épistémique qui est au cœur ici du processus. Et ça appelle à un deuxième point sur le registre de la participation, c'est qu'on a voulu ici incrémenter plus de participation sur la recherche pour ne pas la réduire au stade de la restitution des résultats et de l'appropriation de ces résultats, mais bien dans la construction de la connaissance, puisqu'on les associe dans la modélisation, si vous voulez, à travers les rubriques de Golac. Néanmoins, ce degré de participation, on comprend bien qu'on ne peut pas aller non plus dans une totale participation. Et donc, il y a à réfléchir sur tout le processus de recherche. Quel est le degré de participation qui est possible de faire en fonction peut-être de conditions, de possibilités, de compétences même des acteurs et d'intérêt dans le processus. Par exemple, est-ce que c'est pertinent d'aller faire du recueil théorique ou de l'analyse théorique, une revue de l'état de l'art théorique, alors que ça n'a pas d'intérêt formellement pour l'acteur au travail? Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Alors, merci pour cette passionnante présentation. En plus, vous nous avez bien étalonné la journée, là, puisque vous avez su être précis et concis tout à la fois. C'est une belle performance pour lancer cette journée. Bien, est-ce que vous souhaiteriez réagir dans la salle par un commentaire, des questions? Je ne sais pas, là, après, au niveau du chat, s'il y a des réactions. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question au regard de ce que vous avez indiqué dans l'intérêt de l'approche pour favoriser l'appropriation des connaissances. Comment on s'assure que les professionnels, au regard de l'approche théorique que vous avez apportée, à l'issue de votre participation, en fait, continue à alimenter en interne cette dimension-là? Quel est le rôle du chercheur et de l'acteur? Comment vous faites pour le passage de relais? Très rapidement, il faut bien comprendre que ce n'est qu'une étape dans le processus de la démarche QVCT, puisque l'intérêt de ces résultats
Nous, c'est effectivement de la connaissance générale ou générique, on pourrait dire, sur l'enjeu de QVT et des démarches. Mais l'ensemble de ces résultats et de ces données sont réintégrés dans le processus à travers la gouvernance de la démarche QVCT et les acteurs qui sont sollicités, et puis l'ensemble des ateliers collaboratifs qui sont menés dans la QVCT. Donc l'idée, c'est bien de générer un processus de connaissance et de prise d'information sur lui-même qui, en input, réintègre le processus de démarche QVCT. Donc, c'est parce que la démarche, elle va durer ici 2-3 ans au total, avec différentes reprises d'informations et retours d'expérience auprès des collaborateurs, que ça va venir s'inscrire, si vous voulez, dans les pratiques, les usages, les habitus de chacun des acteurs. Et sur les aspects théoriques, on essaye aussi à chaque fois, même quand on vient représenter aussi des résultats, de ramener toujours des éléments théoriques. Après, est-ce qu'il y a une réelle appropriation? Ça, on ne peut pas réellement le savoir, enfin, peut-être à la fin. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne sur les éléments théoriques. Et la difficulté pour nous, c'est de bien comprendre qu'on ne veut pas en faire des chercheurs. Ce n'est d'ailleurs pas dans leur intérêt de devenir des conceptualisateurs, mais bien plutôt d'avoir une connaissance utile à la construction et l'établissement de leurs pratiques quotidiennes. C'est ça qui est important. D'autres commentaires ou questions? Oui, au fond. Et puis après, Didier Truchot, devant. Oui, bonjour, merci à vous. J'aurais voulu savoir quelle était la constitution des focus group. Est-ce qu'il y avait des aides-soignantes, infirmières, cadres? Et selon la constitution, est-ce que vous avez pu voir des effets différenciés, enfin des facteurs de RPS qui seraient différents selon qu'on est cadre, aide-soignant ou infirmier? Alors oui, c'est vrai que je suis passée un peu rapidement sur les focus group et les participants. Donc on a à la fois des infirmiers, aides-soignants, AHS, c'est très dur à dire. Également, bah ouais, mais non, là chez eux c'est AHS, agent hospitalier de service, exactement. Des personnes aussi de l'encadrement. On avait un focus group qui était vraiment réservé à l'encadrement. On l'a pas mixé là pour le coup. Et puis aussi du personnel administratif et technique. Sur les résultats par métier, alors oui, là par exemple on a fait des comparatifs également. Donc on voit sur les exigences émotionnelles, on est plutôt sur en effet les métiers soignants, médicaux, paramédicaux, moins sur tout ce qui est encadrement d'ailleurs, administratif et technique. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut repérer ici. Après, on n'a pas détaillé sur les frustrations. On n'a pas les diapos là. Ouais, on n'a pas les diapos là, mais en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est pareil, c'est au niveau des rapports sociaux. C'est chez les aides-soignantes, on a vraiment un beau panel finalement de frustration et de facteurs de risque. Voilà, mais oui, en tout cas, on a pu repérer des différences. Et après, les différences, on les voit surtout sur les éléments qualitatifs, c'est-à-dire les situations finalement qui sont vécues. C'est pas tant là sur les facteurs de risque, parce que même parfois sur les positionnements, Henri l'a dit aussi, il pouvait y avoir des écarts ou même on va appeler ça peut-être des erreurs. Mais c'est vraiment sur les situations qui sont vécues où on a des différences importantes entre métiers et fonctions. Merci. Un commentaire ou une question de Didier et Oui. Et ça sera la dernière. Oui, simplement, vous n'avez pas évoqué la direction. Donc, quelle est la place et l'importance de la direction dans le processus? La direction, elle a fait partie de la démarche QVCT de façon assez classique sur le pilotage et la gouvernance. Elle n'a pas été intégrée dans les focus group qui ont été présentés, les 7 focus group. Par contre, nous nous sommes entretenus parce qu'il y a eu le même type de démarche en entretien individuel. Avec un certain nombre d'acteurs qui ne souhaitaient pas s'exprimer publiquement, en collectif, on a proposé un exercice similaire, fierté, frustration, en entretien individuel. Mais écoutez, je propose que je vais générer de la frustration là, en disant qu'on s'arrête là maintenant. Merci beaucoup pour cette présentation, Hélène et Henri.